CNN and MSDNC corrupt and illegal. What government pressure have we brought to bear to tell people that they're not allowed to speak their mind? Zero. We believe in free speech. La première. We have to speak out against it. Les clés médias. Marie Van Cutsem. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés médias. Aujourd'hui, on traverse l'Atlantique pour un petit voyage au pays de Donald Trump. Un voyage qui va secouer au programme cette question: la liberté de la presse est-elle en danger aux États-Unis? Début de réponse, oui, certainement. On va évoquer les techniques de l'administration Trump pour fragiliser les médias qui ne vont pas dans son sens. On va se demander pourquoi un pouvoir autoritaire cohabite si mal avec les médias. Et nous aurons aussi un écho de la salle de presse de la Maison-Blanche. Notre correspondante à Washington, Sonia Dridi, nous rejoindra en cours d'émission. Mais avant cela, retour sur les événements de ces derniers mois. Les clés médias, Marie Van Cutsem. From Hollywood, it's Jimmy Kimmel Live. And now, Jimmy Kimmel. Lundi 15 septembre, Jimmy Kimmel, l'un des présentateurs de Late Show les plus adulés aux États-Unis, s'en prend au MAGA dans son émission. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them. Jimmy Kimmel s'amuse ici de la récupération politique de l'assassinat de Charlie Kirk par les soutiens de Donald Trump. La FCC, Federal Communication Commission, l'instance qui régule les médias aux États-Unis, contacte la chaîne ABC après l'émission. Écartez Jimmy Kimmel ou on retire votre licence. À la tête de la FCC, Braden Carr, placé par Donald Trump, qui a déclaré en prenant ses fonctions qu'il voulait, je cite, « démanteler le cartel de la censure aux États-Unis ». Le ton est donné et Jimmy Kimmel est écarté. Sur son réseau social, Donald Trump fanfaronne, félicite ABC et affirme, en majuscule comme il a l'habitude de le faire, Kimmel n'a aucun talent. Depuis, il a retrouvé l'antenne, même s'il n'est plus diffusé dans certains États. The President of the United States made it very clear he wants to see me and the hundreds of people who work here fired from our jobs. And now he's openly rooting for NBC to fire Jimmy Fallon and Seth Meyers. De retour sur le plateau de son émission, Jimmy Kimmel a évoqué directement les événements et il a prévenu Trump ne peut pas s'attaquer, comme il a menacé de le faire, à Jimmy Fallon ou Seth Meyers, d'autres présentateurs de Late Show. Et s'il le fait, ajoute-t-il, j'espère que vous serez là pour vous faire entendre. And I hope that if that happens, you will be 10 times as loud as you were this week. We have to speak out against it. De son côté, Stephen Colbert, aussi présentateur d'un célèbre Late Show, a appris cet été que son émission ne serait pas reconduite en 2026, pour des raisons officielles en tout cas, financières. L'affaire Kimmel a été particulièrement médiatisée, mais ce n'est pas le premier coup de butoir aux médias depuis l'investiture de Donald Trump. Souvenez-vous de ceci. The Wall Street Journal published a piece with this striking headline. Jeffrey Epstein's friends sent him bawdy letters for a 50th birthday album. One was from Donald Trump. The Journal is reporting a letter bearing Trump's name, given to Epstein in 2003, was part of a leather-bound book for Epstein's 50th birthday. Not my signature, and it's not the way I speak. And anybody that's covered me for a long time knows that's not my language. Une lettre obscène adressée au délinquant sexuel Jeffrey Epstein est signée de la main de Trump et dévoilée par le Wall Street Journal. Le président américain sort cette fois l'arme judiciaire. Il entame des poursuites pour diffamation et réclame 10 milliards de dollars au Wall Street Journal. Il réclame aussi 15 milliards au New York Times pour cette affaire-là également et d'autres soi-disant fausses informations diffusées. On continue ? On continue. Peu après l'investiture de Donald Trump, le département d'État a demandé à toutes les ambassades et consulats américains de se désabonner de plusieurs journaux, parmi lesquels le New York Times, The Economist et l'agence Associated Press. On parle de milliers d'abonnements perdus, une manne financière conséquente pour ces médias. En février dernier, autre histoire, l'Associated Press se voit retirer son accréditation pour la Maison-Blanche. The Gulf of America, what a beautiful name. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. It is a fact that the body of water off the coast of Louisiana is called the Gulf of America. And I'm not sure why news outlets don't want to call it that, but that is what it is.
L'agence refusait de renommer le golfe du Mexique golfe d'Amérique, comme exigé par Trump. Il faudra plusieurs mois avant que la décision soit cassée par un juge fédéral. L'AP a de nouveau accès à cette salle de presse, dont le visage a bien changé entre-temps. La distribution des sièges a été revue. Des médias d'influenceurs proches de Trump y ont trouvé leur place, chouchoutés par l'équipe présidentielle. Ces quelques épisodes que je viens de vous raconter sont autant d'attaques contre un paysage médiatique américain déjà fragilisé, déjà en pleine réinvention avec les réseaux sociaux, les abonnements payants, les bulles algorithmiques. Alors comment vont les médias américains ? C'est notre émission du jour. Bonjour Jean-Paul Marthoz. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous connaissez très bien les médias américains. Vous collaborez encore aujourd'hui avec le comité de protection des journalistes, dont vous avez été membre un long moment. Et vous êtes aussi, et ça c'est important, coordinateur du rapport annuel du Conseil de l'Europe sur la liberté de la presse. On va d'abord poser le contexte peut-être. Comment se structure le paysage médiatique américain aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des médias publics par exemple ? Quels sont les grands groupes médiatiques ? Faites-nous peut-être un petit portrait de la situation. Bon, c'est un peu compliqué. Oui, c'est une vaste question, j'avoue, pour commencer. C'est le pays par excellence du journalisme. On l'a vu encore récemment, après, avec le décès de Robert Redford, qui nous a rappelé les hommes du président. Et c'est un pays dans lequel la presse a joué un rôle historique extrêmement important, un rôle très politique. Mais c'est vrai que on a tendance à résumer les médias américains au New York Times, à CNN, à quelques chaînes de télévision. C'est vrai que c'est une structure très complexe, très puissante aussi d'ailleurs, dans laquelle on a les grands médias privés traditionnels, ce qu'on appelle les legacy media, donc les médias traditionnels comme CBS News, ABC, on a la presse écrite, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal, qui sont les titres de référence. À côté de ça, il y a une presse, disons, militante, de gauche et de droite, et notamment en droite, une écosphère qui est extrêmement puissante depuis quelques années et qui est favorisée, chouchoutée, comme vous avez dit tout à l'heure, par l'administration Trump. Mais à côté, on l'oublie très souvent, il y a aussi des médias de service public qui n'ont pas nécessairement le même type de financement que les médias de service public tels qu'on les conçoit en Europe. Ce sont des médias qui pratiquent un journalisme de service public en obtenant une partie seulement de leur financement de la part de l'État fédéral ou des États des États-Unis. Donc, par exemple, Public Broadcasting System. Oui, c'est ça, la PBS. C'est pas un nom qu'on connaît forcément par ici. Pas beaucoup. Or, c'est pourtant une des chaînes de télévision qui jouit de la plus grande confiance aux États-Unis. C'est la troisième dans la liste des télévisions le ranking de la confiance après la chaîne météo, le Weather Channel. Ah oui. Donc, la PBS est numéro 3. Et à NPR, National Public Radio, qui est une radio de référence, les émissions de National Public Radio, par exemple, sont un peu ce à quoi correspond la première aux États-Unis. Le matin, on écoute tous, si j'ose dire, tous ceux qui sont intéressés par la politique américaine ou la politique internationale américaine écoutent Morning Edition, qui fait près de 13 millions d'auditeurs, et qui sont des personnes qui ont un rôle important dans la société, un peu à tous les niveaux. C'est un peu la radio de référence. Donc, ce sont des chaînes publiques qui sont financées largement par la philanthropie et par les dons de l'audience publique, du public lui-même. Elles ont un rôle important parce qu'elles pratiquent un journalisme de grande qualité, avec beaucoup de correspondants à l'étranger, par exemple. Donc, elles ont une manière de traiter l'information qui est beaucoup plus large que celle assez provinciale de la presse, même de la grande presse américaine, à l'exception du New York Times et quelques titres de ce type-là. Et elles sont, en général, qualifiées de centre-gauche, libérales, comme on dit aux États-Unis, ce qui signifie plutôt progressiste. Et donc, elles sont la première cible de l'administration Trump, parce que ce sont vraiment des radios qui ont une influence considérable à la fois sur le monde politique, mais aussi elles bénéficient largement, dans une partie importante de la population, d'une confiance qui est méritée, parce que c'est vraiment du journalisme de qualité. Et alors, à côté de ça, il y a évidemment les chaînes plus politiques, qui sont les chaînes câblées. La principale est Fox News, qui est la principale, et qui est vraiment un petit peu avec son étiquette conservatrice. Le centre de référence de la réflexion et de l'agitation républicaine, très proche de Donald Trump, et possédé par le groupe Murdoch, qui par contre possède le Wall Street Journal, qui est victime d'une procédure bâillon de la part du président Trump. Vous voyez un petit peu la complication des choses. Mais c'est vrai que la presse américaine joue un rôle extrêmement important aux États-Unis, et c'est un contre-pouvoir, et c'est certainement cette fonction de contre-pouvoir que Trump vise dans sa vision d'une présidence
qui se veut impériale. Évidemment, et vous l'avez dit, une presse très très puissante qui a fait des grands coups. Richard Nixon qui est tombé suite à des révélations de la presse. Bill Clinton aussi sérieusement déstabilisé avec l'affaire Monica Lewinsky. Il y a une tradition comme ça d'investigation de liberté de la presse aux États-Unis. On a observé pendant le premier mandat de Trump des médias qui se faisaient critiquer mais qui restaient finalement très ancrés sur deux quelque part, qui se moquaient même parfois un peu du président Trump. L'ambiance aujourd'hui, elle a changé ? Oui, je pense qu'il y a aussi une forme de polarisation dans la presse américaine, au sens qu'un certain nombre de médias qui s'étaient montrés très critiques et très audacieux d'ailleurs lors de la première présidence, osant critiquer ou se moquer de Donald Trump, ont fait un pas de côté. Certaines ont capitulé pour des raisons essentiellement financières, de peur aussi de l'intimidation et des représailles que pourrait adopter l'administration à leur égard. Si je prends par exemple une chaîne comme CBS qui était en train de négocier un énorme accord de rachat par un groupe médiatique, il est clair que lorsqu'elle a été poursuivie par le président Trump à propos d'une interview de Kamala Harris, sur laquelle elle avait pratiqué un journalisme absolument légitime, elle a cédé. Elle a cédé parce que les intérêts des actionnaires étaient de ne pas se fâcher avec une administration qui dispose d'un réel pouvoir sur le monde des médias au travers de la Commission fédérale des communications à laquelle Trump a nommé Brendan Carr, qui est un homme qu'il contrôle totalement. Et donc aujourd'hui, il y a cette utilisation, cette arsenalisation, comme on dit, weaponization, comme on dit en anglais, des institutions de contrôle, et qui, en général, devraient être non partisanes, indépendantes. Mais aux États-Unis, comme on le voit, d'ailleurs aussi pour la Cour suprême, tout, en fait, est politisé dès l'instant où l'État se mêle des médias. On est un peu dans le schéma hongrois de Viktor Orban, dont se sent très proche, d'ailleurs, Donald Trump. Et donc, je pense que c'est là l'une des plus grandes menaces contre la liberté de la presse aux États-Unis aujourd'hui, contrairement, par exemple, à la période de Richard Nixon, qui a été victime d'une enquête sur le Watergate. Il avait sa liste des ennemis, il avait la fameuse liste dans laquelle on plaçait les journalistes malpensants, mais il avait aussi une capacité de nuisance au travers de l'octroi de licences pour les chaînes de télévision et chaînes de radio locales, mais il n'avait pas cette puissance dont dispose aujourd'hui le président. C'est peut-être ça qui est neuf aujourd'hui, en fait. Oui, c'est une puissance énorme qui met véritablement Donald Trump en position de force. Oui, en position de force, parce qu'il contrôle l'exécutif. Il a aussi un Congrès qui dépend totalement de lui. Donc les deux chambres du Congrès sont dirigées par les Républicains, et le Parti républicain est bien plus homogène, bien plus à droite aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque de Richard Nixon. Et puis, en plus de ça, il contrôle la Cour suprême et un certain nombre de cours au niveau des États, dont les juges ont été nommés de manière partisane. Et dans pas mal d'États, ce sont des juges qui sont... Oui, on sent bien la pieuvre, entre guillemets, Donald Trump qui s'infiltre un peu partout. Et le CPJ, le Comité de protection des journalistes, qui est une relation non partisane, qui est appuyée par... les meilleurs et les plus brillants des journalistes de la presse américaine, que ce soit l'agence AP ou New York Times, ont publié un rapport en avril qu'ils ont actualisé récemment, qui vraiment, pour la première fois, lance une alerte à propos des États-Unis qu'on avait l'habitude d'avoir à l'égard de la Russie ou de la Hongrie ou de la Chine. Enfin, c'est aussi tout à fait absolument déroutant. Reporters sans frontières a aussi analysé la situation et sorti un rapport. On va le détailler avec Sarah Poussé. Plusieurs mesures du gouvernement américain inquiètent Reporters sans frontières. D'abord, le démantèlement de l'Agence américaine pour les médias mondiaux. C'est ce qui regroupe les médias audiovisuels extérieurs des États-Unis, qui sont par exemple diffusés en Birmanie, en Russie, en Chine, en Corée du Sud ou encore au Cambodge, et qui sont écoutés par 427 millions de personnes chaque semaine. Ces médias diffusent des informations fiables et vérifiées, une source d'information essentielle donc pour les populations qui vivent sous des régimes autoritaires. Gulcher Aoja, journaliste de la Radio Libre d'Asie, rappelle ainsi que ce média est la seule source d'information pour les Ouïghours en Chine. La Radio Libre d'Asie est la seule voix pour les Ouïghours dans les médias internationaux. Et parce que nous sommes la voix des Ouïghours sans voix, le gouvernement chinois nous voit comme une menace. Et il a décidé de cibler nos familles pour nous faire taire. 2 douzaines de personnes ont été rassemblées et envoyées dans des camps juste à cause de moi. Donc je ne pouvais plus rester silencieuse. J'ai pris la décision de m'exprimer au monde entier.
Mais sans fonds américains, cette voix n'aura plus d'écho dans les prochains mois. RSF s'inquiète aussi de la situation des journalistes qui travaillent pour ces médias, puisque 3500 d'entre eux pourraient perdre leur emploi. Et pour ceux basés aux États-Unis, environ 80, ils risquent une expulsion dans des pays où ils pourraient être persécutés à cause de leur travail. Mais Donald Trump s'en prend aussi directement aux sources d'information des Américains. Il souhaite ainsi réduire de 1,1 milliard de dollars les subventions aux médias audiovisuels publics. Il existe en effet plus de 1200 stations radio et 360 chaînes de télévision publiques aux États-Unis. Souvent, elles sont très implantées sur le territoire local et elles permettent d'informer des populations rurales isolées. Mais avec cette réduction de budget, 180 stations radio pourraient directement fermer. Et pourtant, le budget est minime puisqu'il ne coûte que 1,6 $ par Américain par an. Les chaînes privées, quant à elles, doivent subir des tentatives d'intimidation via poursuites judiciaires ou pression sur leur direction. RSF classe désormais les États-Unis à la 57e place sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse. Jean-Paul Martos, une réaction à cette séquence. C'est un constat que vous faites aussi, c'est pas juste la liberté de la presse aux États-Unis qui est en danger, ce sont aussi des voix qui s'éteignent dans toute une série de pays où les États-Unis finançaient des médias indépendants. Oui, en fait, il y a deux budgets qui étaient extrêmement importants dans l'aide qu'apportaient les États-Unis à l'information au niveau international. Il y avait d'abord les chaînes de radio et de télévision publiques qui étaient financées par le budget fédéral, comme La Voix de l'Amérique, Voice of America, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Marty sur Cuba. C'était des chaînes de radio-télévision qui étaient parfois critiquées par la gauche à l'époque, comme dans l'expression de l'impérialisme américain. Et aujourd'hui, on découvre en fait que ces chaînes constituent un élément extrêmement important dans un certain nombre de pays autoritaires pour fournir une information qui soit indépendante et de qualité. Et donc, ces chaînes vont disparaître. Et l'Europe, par exemple, en voyant ce qui se passe en Ukraine, notamment, en voyant ce qui se passe dans les pays sous contrôle, sous influence russe, a décidé de subvenir pendant quelque temps à la perte de budget de Radio Free Europe et à octroyé en mars de cette année, en fait, un budget pour essayer de soutenir cette radio pour qu'elle puisse peut-être, à la limite, émerger du combat juridique dans lequel elle est engagée avec l'administration Trump. Par ailleurs, il y a les coupures qui ont été faites dans les budgets de USAID, donc de l'Agence américaine d'aide au développement, qui finançait des centaines de médias et d'organisations de journalistes dans le monde entier, et qui finançait aussi des formations de journalistes. Par exemple, en 2023, il y a 6000 journalistes qui ont été formés par le USAID, mais aussi dans les pays comme l'Ukraine, par exemple, un certain nombre de médias qui jouent un rôle extrêmement important dans les régions où il n'y a pas vraiment de médias en raison de la guerre. Certains de ces médias dépendaient à 40-50% du budget américain. Donc, ici, on perçoit bien toute l'onde de choc, en fait. C'est une onde de choc des dont profitent sur le monde entier. des pays comme la Chine et comme la Russie, qui, eux, grâce à cette disparition d'un certain nombre de médias qui jouent un rôle important de lutte contre la désinformation, par exemple, ou qui fournissaient une information d'appui à la démocratie libérale. Ce n'étaient pas des médias de gauche, c'était des médias qui appuyaient la démocratie à l'américaine, si je veux dire. Maintenant, ces médias ont disparu ou sont très affaiblis. Et la propagande et la désinformation venant de Russie ou de Chine prend toute la place. Prend la place, en fait. Bonjour Sonia Dridi. Bonjour. Vous êtes notre correspondante à Washington. Merci de nous rejoindre. Il est très très tôt chez vous. Quelle heure est-il ? Il est 6h48, ça va. Voilà, on vous sort du lit. Merci d'autant plus d'être là. Sonia, on va dire un mot de la salle de presse de la Maison-Blanche avec vous. Vous avez une accréditation. Ça a bien changé depuis quelques mois avec l'arrivée d'une série d'influenceurs qui soutiennent le président. Quelle est l'ambiance, en fait, aujourd'hui ? Oui, c'est vraiment une atmosphère très étrange, quasi surréaliste. Le premier point près, j'avais l'impression d'être dans un pays en dictature avec des médias de propagande. Et j'ai été correspondante pendant 5 ans en Égypte, donc j'ai vu ce qu'étaient les médias d'État. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression de plus en plus dans cette salle de presse qu'il y a des médias d'État, même si ce n'est pas effectivement le cas. Ce sont des influenceurs ou des personnes qui se présentent comme des journalistes, qui sont surtout des activistes MAGA. Et je dis surréaliste parce que souvent, en fait, dans chaque point presse, on a des questions qui sont vraiment là pour servir l'administration, et c'en est souvent en fait assez ridicule parce que c'est des questions où on met en valeur le travail de l'administration. Et ce qui est assez dangereux, c'est que ces journalistes, activistes
et influenceurs s'en prennent aussi beaucoup à ce qu'ils appellent la gauche radicale, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, et s'en prennent aussi directement aux journalistes dits libéraux en disant comme on sait que dans cette salle il y a beaucoup de journalistes qui travaillent, qui racontent des mensonges à longueur de journée. Enfin, c'est vraiment une ambiance très mauvaise. Oui, complètement. Et vous-même, vous vous êtes déjà fait rabrouer par la porte-parole de la Maison-Blanche ? Non, par la porte-parole de la Maison-Blanche, jamais. Elle a toujours pris mes questions et répondu, parfois avec agacement quand c'est des questions qui ne lui plaisent pas, comme c'est souvent le cas quand ce sont des médias qui ne sont pas pro-Trump. Mais moi, ce qui m'était arrivé, c'est qu'en fait, au début de cette administration, j'avais posé une question à la porte-parole de la Maison-Blanche, donc évidemment avec un accent français, qu'elle avait bien compris, qu'elle y avait répondu, mais c'est une élue pro-Trump, qui est conspirationniste et extrémiste, Marjorie Taylor Greene, qui avait sauté sur l'occasion en disant tous les journalistes étrangers devraient en quelque sorte être virés de cette salle de presse. Ce qui est en fait assez hallucinant, c'est que au contraire, j'ai quand même un accès assez incroyable à cette administration parce que c'est une administration qui adore détester les journalistes, mais qui en même temps, on sait que Donald Trump ne peut s'empêcher d'être à la une de tous les médias. C'est ce qu'il aime faire. Donc c'est une administration qui passe son temps à humilier, à se moquer des journalistes. Par contre, on a un accès assez extraordinaire parce que Donald Trump parle très souvent aux journalistes. A besoin de nous et même de certains complètement. Vous êtes une journaliste étrangère pour les États-Unis, on l'a dit. Est-ce que la pérennité de votre visa, elle est assurée aujourd'hui ? Alors moi, j'ai une carte verte. Je suis là depuis un petit bout de temps et j'ai une carte verte. Donc mon visa de journaliste, je ne suis pas concernée par ces restrictions qui pourraient s'appliquer au visa de journaliste. De même, j'aimerais rappeler que c'est une proposition donc de DHS et que du gouvernement, mais ce n'est pas une proposition qui vient directement de la Maison Blanche. Même si on sait que dans cette administration, il y a beaucoup de gens qui aimeraient en effet qu'il y ait moins de journalistes ou pas du tout de journalistes étrangers. Mais par exemple, je me rappelle qu'avec des collègues étrangers de la Maison Blanche, on s'est demandé si on allait attirer l'attention sur ce sujet à la Maison Blanche. Et en même temps, on s'est dit attention. On pense que c'est pas du tout une priorité de Donald Trump pour l'instant, donc on préfère ne pas trop attirer l'attention sur le sujet, même si c'est très bien qu'il y ait eu beaucoup de réactions sur le site notamment de DHS, donc cette agence qui régule les visas, etc. des journalistes et des étrangers en général. Mais du coup, on espère que cette mesure ne passera pas parce que limiter les visas de journalistes à 240 jours, c'est absolument pas gérable. C'est-à-dire que même pour qu'un journaliste étranger vienne s'installer et trouver un logement, 240 jours, dans la plupart des cas, il ne trouvera pas de logement, de bail pour 240 jours, sans compter ceux qui viennent avec des familles, etc. Sonia Dridi, est-ce que lorsque vous discutez avec, j'imagine que vous fréquentez d'autres journalistes étrangers ou américains également, comment vous commentez finalement ce qui se passe, cette ambiance qui change, la pression qui se met sur les journalistes ? Est-ce que vous vous dites parfois, tiens, je ne sais pas trop de quoi demain sera fait, peut-être que je vais devoir quitter ce pays ou changer de boulot? Ça vous est déjà passé par la tête, ce genre de pensée ? Moi, non, parce que je vois qu'il y a beaucoup de tentatives. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites aux États-Unis, même lors de son premier mandat. L'administration voulait également limiter les visas de journalistes, les visas I, et cela ne s'est pas fait. Mais il y a beaucoup de journalistes étrangers, oui, qui sont vraiment dans l'instabilité totale et qui se demandent ce qu'ils vont faire. Moi, je suis installée ici depuis un certain temps. Je suis dans une situation différente. Je suis pas juste venue pour 3-4 ans, mais je sais que tout est possible. Je préfère attendre et voir parce que c'est tellement chaotique. C'est une administration extrêmement chaotique qui lance des mesures un petit peu partout comme ça. Et il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. Comme j'ai des amis de Radio Free Europe qui finalement ont réussi à garder leur travail pour l'instant. Par contre, je connais beaucoup de gens à Voix de l'Amérique qui ont perdu leur travail et qui sont dans des situations très compliquées. Donc c'est un petit peu aléatoire. Mais oui, c'est absolument choquant ce qui est en train de se passer parce que on est vraiment dans une autre dimension. On est dans un pays avec clairement des
des dérives autoritaires. Et quand on voit à quoi ressemble la salle de presse aujourd'hui et qui Donald Trump laisse parfois rentrer dans le bureau ovale, en plus du pool officiel, c'est-à-dire du petit groupe de journalistes qui est autorisé à y entrer et dont je fais partie parfois, eh bien, on se dit que c'est très dangereux parce que c'est voilà, encore une fois, des réflexes de pays autoritaires où on a les journalistes que l'on veut pour poser les questions que l'on veut, puis qui vont dans le sens le reste du temps président. Et on entend bien cette imprévisibilité bien sûr. Aussi que vous soulignez dans les décisions prises ou annoncées en tout cas. Jean-Paul Martos, est-ce que Trump, vous pensez, est en position de force aujourd'hui par rapport à la presse? On sait que la presse n'est pas forcément en forme économiquement, qu'il y a une fragmentation aussi de l'audience. Les gens vont lire et regarder un peu ce qu'ils veulent et les médias traditionnels sont dans une forme de crise existentielle depuis quelques années. Est-ce que toutes ces attaques, elles arrivent à un moment où déjà ces médias américains sont vulnérables? Dans un certain nombre de pays, la presse est en mauvais état. La presse traditionnelle, en fait, a souffert, notamment aux États-Unis, de pertes considérables de tirages, d'audience et autres. Elle est concurrencée sur les réseaux sociaux par cette écosphère MAGA, notamment aux États-Unis. Donc oui, elle est dans une situation extrêmement fragile. Cela dit, il y a deux points sur lesquels moi j'aimerais en fait peut-être terminer cette intervention. D'un côté, il y a la volonté de Trump, c'est de pas seulement s'attaquer à la presse, mais attaquer à tout ce qui est information de qualité. D'abord avec le volet scientifique aussi et les universités, vous voulez. C'est ça, en inondant la zone, comme l'avait dit ici Bannon, d'une information de chaotique et de basse qualité, donc en dégradant l'information, ce qui est vraiment le fondement même du métier, et deuxièmement en s'en prenant à tous ceux qui sont les acteurs de l'information indirectement, les universités, les centres d'études, les donateurs, les bureaux d'avocats qui seraient chargés de défendre la presse. Donc il y a vraiment une stratégie qui dépasse Trump, qui est une stratégie qui dépasse même le mouvement MAGA, et qui a été en partie formulé lors du projet 2025 de la Fondation Héritage. Jean-Paul Martos, on a entendu Sonia Dridi parler notamment de cette question des visas accordés aux journalistes étrangers et de la possibilité de les voir réduits à un peu plus de 200 jours sur le territoire, ce qui serait probablement fort compliqué. Et on a senti une certaine prudence dans son chef. Cette prudence-là, vous remarquez qu'elle est très présente chez les journalistes qui sont aux États-Unis parce que vous discutez avec eux régulièrement? Oui, absolument. Quand je parle avec mes collègues américains, je ressens très souvent cette forme de prudence. Attention, si on passe une certaine ligne rouge dans la critique du gouvernement, on risque réellement d'avoir une représaille. Comme l'administration Trump l'a démontré d'ailleurs très largement ces derniers mois, où systématiquement elle s'en prend à des personnes qui, soit dans la presse, soit des institutions médiatiques, mais aussi l'ancien patron du FBI qui maintenant est poursuivi par la Maison-Blanche. Donc il y a cette crainte généralisée. Je le ressentais également, par exemple, lorsque le comité de protection des journalistes prévenait les journalistes qui se rendaient aux États-Unis et leur conseillant de faire attention lorsqu'ils arrivaient à la frontière, d'être bien certains de ne pas avoir d'appareil téléphonique ou d'ordinateur qui pourrait démontrer leur hostilité ou leur regard critique sur la Maison-Blanche. Donc on est dans une zone assez étonnante et pendant un certain temps, c'est vrai que j'ai cru que la presse allait faire une espèce de capitulation généralisée face à cette situation-là. Alors j'ai l'impression que ces derniers temps, un certain nombre de médias se disent ce n'est pas possible, on est allé beaucoup trop loin, qu'il faut vraiment riposter. Alors je voyais par exemple organiser la résistance. Organiser la résistance. Mais la grande question évidemment c'est de savoir que dans un système médiatique américain qui bénéficie d'assez peu de confiance publique, aujourd'hui on dit que un tiers environ des Américains ont confiance dans les médias dits traditionnels, surtout du côté républicain. Comment peut-on défendre la liberté de la presse, qui est un élément central de la démocratie, sans être accusé de faire de la politique partisane, sans être accusé d'être dans le parti pris, ce qui est une négation aussi de la philosophie journalistique, de l'impartialité. Et c'est ça, là, cette tension qui est permanente. Et j'ai l'impression que, par exemple, le New York Times, où le rédacteur en chef, le directeur Arthur Sulzberger avait prôné une neutralité exemplaire à l'encontre des partis politiques démocrates et républicains, aujourd'hui se rend compte, comme l'avait fait avant lui l'ancien directeur du Washington Post, Marty Baron, qu'on ne peut pas ne pas choisir entre la démocratie et l'autoritarisme. Ce n'est pas choisir entre les démocrates et les républicains, ce qui serait un acte partisan. Non, c'est choisir aujourd'hui, et Sonia Dridi l'a suggéré, c'est vraiment, on est dans une situation d'autoritarisme rampant. Donc, il faut mettre une limite à cela. Et le vrai enjeu, c'est de développer une forme de journalisme qui permette de reconquérir une partie significative de l'opinion publique,
en faisant un journalisme qui va inévitablement se confronter avec la Maison-Blanche, puisque la plupart des mesures adoptées par la Maison-Blanche sont des mesures autoritaires qui mettent en cause non seulement le journalisme indépendant, mais qui mettent en cause la démocratie américaine. C'est ça. Et aussi, je vois dans un certain nombre de publications plus conservatrices ou libertariennes, moi je lis en fait la presse dans son ensemble. Je m'intéresse beaucoup à la presse de droite pour comprendre comment fonctionne le système républicain et dans ce système, le système Trump. Une revue, par exemple, comme Reason, qui est une revue de qualité libertarienne, donc assez proche de certains membres de l'administration, est très critique à l'égard de l'administration Trump, notamment par son utilisation biaisée et myope, si j'ose dire, de la liberté d'expression. Oui. D'un côté, l'administration dit « nous sommes pour la liberté d'expression ». Le vice-président J.D. Vance est venu à Munich, à la conférence de la sécurité, donner une leçon aux Européens pour leur dire, vous savez, votre système fondé sur la lutte contre le discours de haine ou la discrimination telle qu'elle est établie par la Convention européenne des droits de l'homme, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Nous, aux États-Unis, nous défendons la liberté d'expression. Mais quelle est l'administration qui, aujourd'hui, dans l'histoire des États-Unis, se révèle être la plus dangereuse pour cette liberté d'expression? C'est l'administration Trump. Et donc, c'est là ce choc entre une liberté d'expression qui est en fait une liberté qui se réfère au premier amendement de la Constitution, qui permet, contrairement à notre législation européenne, un discours de haine, une incitation même à l'incitation à la violence, sauf si elle est directe et immédiate, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est une notion de la liberté de la presse ou de la liberté d'expression qui n'existe pas chez nous. Mais ils prétendent défendre ça pour pouvoir s'en prendre justement à des minorités ou à des groupes américains. Mais en même temps, ils sont en train de mener la politique la plus restrictive dans l'histoire des États-Unis contre la presse, contre aussi les citoyens, le droit des citoyens de savoir. Et je lisais récemment un expert de la presse américaine qui disait Trump, c'est Nixon sous stéroïdes. C'est beaucoup plus grave aujourd'hui que ce qui s'était passé à l'époque du président Nixon, dont on avait imaginé qu'il était le représentant même de président hostile à une presse indépendante. On parcourt un petit peu aussi avec vous rapidement les différentes méthodes, on va dire, utilisées par l'administration Trump. On a parlé de différentes choses par rapport aux médias publics, par rapport à ces médias présents à l'étranger, couper les subsides, etc. Il y a aussi ces critiques permanentes, à chaque fois qu'il y a une prise de parole, que les médias sont attaqués. Et c'est une critique qui va prendre de l'ampleur avec toute la galaxie numérique qui entoure Trump. C'est comme si finalement on était coincé dans une chambre d'écho et ça n'en finit pas. Absolument. C'est-à-dire que cette critique de la presse conventionnelle ou traditionnelle est assez ancienne. En fait, elle précède de loin l'administration Trump. Dans les années 80, je me souviens, s'était créé un institut qui s'appelait Accuracy in Media, AIM, qui était une agence, en fait, très proche de l'administration Reagan, qui s'était donné pour objectif de lutter contre la presse dite libérale. Donc les grands médias, en fait, de référence, comme le New York Times, le Washington Post, CBS News, Newsweek, Time, tout ça. Mais de là est sortie une critique médiatique aux États-Unis qui s'est de plus en plus généralisée, et très vite, des politiciens populistes ont compris l'usage qu'ils pouvaient faire de ces critiques à l'égard de médias qui, c'est vrai, n'ont pas toujours correspondu à l'image idéalisée qu'on pourrait avoir, mais aussi qui parfois, parce qu'ils dénonçaient des choses qui étaient absolument à dénoncer, gênaient des intérêts ou gênaient des groupes. Et donc, parfois, la presse est critiquée non pas en raison des fautes qu'elle commet, mais en raison du bon journalisme qu'elle pratique. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement, en fait, dans l'administration Trump. Trump s'attaque uniquement à la presse qui, avec ses défauts, évidemment, mais à la presse qui est la presse de référence, la presse où les journalistes pratiquent le mieux possible une forme de journalisme qui tient en compte l'intérêt du public, mais aussi qui joue le rôle que lui donne la Constitution américaine, qui est d'être un contre-pouvoir, d'agir comme surveillante des pouvoirs, le fameux watchdog journalism, le journalisme du chien de garde. Et c'est vraiment ça qui est devenu l'élément principal de Trump pour discréditer la presse, pour la menacer, mais aussi pour alimenter une espèce de contre-société MAGA qui a ses propres médias, comme Breitbart, par exemple, ou Newsmax, qui est une chaîne de télévision qui se compare un peu à Fox News, mais encore plus à l'extrême droite, ou America One, ce genre de médias qui jouent le journalisme dit classique, s'ajoutent aux réseaux sociaux. Il y a toute une série de réseaux informels qui relaient finalement la parole MAGA, qui est souvent une parole extrêmement agressive et qui conduit aussi
à ce qui devrait être considéré comme pratiquement un crime, c'est-à-dire des menaces sur les réseaux sociaux contre les journalistes qui... oui, c'est ça, il y a tout cet arsenal aussi derrière, hein, ces attaques, ces raids, comme on dit sur les réseaux sociaux pour intimider. Et c'est soutenu par des donateurs, c'est soutenu par tout un système qui est bien plus puissant que ce que donne l'image de ces réseaux populistes. Il y a tout ça, il y a des entreprises, il y a des centres d'études, il y a des groupes d'intérêt qui financent ces réseaux, cet écosystème. L'argent, l'organisation et donc effectivement un écosystème. Il y a aussi les poursuites judiciaires. On a parlé des attaques pour diffamation. Donald Trump réclame des sommes gigantesques pour dommages et intérêts. Quelque part, attaquer en justice ici, c'est tout bon, j'ai envie de dire, pour Donald Trump. Soit il gagne et il déplume quelque part le New York Times, 15 milliards de dollars évidemment, comment voulez-vous vous relever après ça en tant que média, soit il perd, mais peu importe, parce que là, il y a eu une forme de pression, il y a eu une forme d'intimidation. C'est ça qui est en train de se passer. Oui, c'est-à-dire que les procédures utilisées par Trump sont particulièrement perverses, si j'ose dire, dans le sens que, par exemple, lorsque CBS News, qui est accusé d'avoir édité une interview avec la candidate démocrate Kamala Harris, par exemple, qui est son rôle, reconnu par la Constitution, reconnu par les règles même du journalisme, qui est accusée de partialité et de parti pris, lorsqu'elle fait une concession et qu'elle accepte une transaction avec Trump pour ne pas avoir un procès, parce que la procédure va être extrêmement coûteuse pour se protéger, mais aussi pour protéger une fusion avec un groupe médiatique, elle préfère faire un accord et dire nous vous donnons un certain nombre de millions et on arrête la procédure et cet argent, on va vous le donner pour votre future bibliothèque présidentielle. C'est ce qui est le plus dangereux, parce que c'est vraiment reconnaître en fait à la fois que peut-être Trump avait raison. Oui, c'est ça. Ça peut être interprété comme tel, évidemment. Deuxièmement, dire, moi, président des États-Unis, j'ai le droit d'intervenir dans la gestion rédactionnelle d'une chaîne de télévision. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux pour la presse, parce que ça donne une victoire, en fait, à Donald Trump. Et ces procédures qu'on appelle les SLAPP, donc les procédures, ce sont des procédures stratégiques contre la participation du public, comme on l'appelle en anglais, procédures Bayon, sont évidemment très mises en exergue lorsqu'elles attaquent le New York Times ou autre, mais ça se passe pratiquement partout aux États-Unis. Il y a une vraie culture de la procédure Bayon qui touche des journaux. Il y a eu un journal comme le Des Moines Register, le principal journal de l'Iowa, qui est aussi victime de ce type de procédure. Donc ce sont des procédures qui n'ont pas de valeur, en fait. Mais l'objet n'est pas de gagner. L'objet, c'est de discréditer et surtout aussi d'intimider, de faire en sorte que les journalistes et les directeurs et les propriétaires de médias vont dire, avant de se lancer dans une enquête qui pourrait agacer Trump, on s'est dit, est-ce que vraiment on va prendre le risque? Oui, c'est ça, on en arrive à de l'autocensure, en fait. Ça crée la censure et l'autocensure. Bien sûr. Un dernier élément mis en place par l'administration Trump, c'est d'assécher l'info accessible concernant cette fameuse administration. De quoi on parle? En fait, aux États-Unis, il y a une grande tradition depuis 1966, l'adoption de la loi sur l'accès à l'information, qui a été considérée comme un modèle dans le monde entier. C'est le droit de savoir, c'est le droit du citoyen, du public. C'est pas seulement des journalistes, c'est du public d'avoir accès à un certain nombre de documents publics que, en général, les gouvernements n'aiment pas distribuer parce que ça peut les mettre en cause sur des statistiques, ce sont des rapports internes. En général, ce ne sont pas des secrets d'État parce que c'est extrêmement bien protégé. Au point tel, d'ailleurs, que pour les avoir, il faut faire comme Wikileaks ou comme Snowden, il faut les voler, il faut les sortir, les hacker. Non, ce sont des documents qui méritent d'être dans le débat public. Eh bien, sous l'administration Trump, déjà sous son premier mandat, mais aujourd'hui aussi en plus grave, il y a vraiment les entraves se multiplient pour éviter que le public n'ait accès à des documents publics. Ça touche la santé, ça touche l'éducation, ça touche la lutte contre le terrorisme, ça touche l'économie. Et donc ça, c'est un élément extrêmement important parce que ça assèche aussi l'information sur laquelle se fondent les journalistes pour pouvoir, avec des documents publics, parfois contredire la parole officielle. Or, c'est de plus en plus compliqué. Il y a des sites Internet qui ont été vidés
aux États-Unis, on a presque plus d'informations sur ces sites-là qui étaient des sources d'informations extrêmement importantes. Et à côté de ça, il y a évidemment la volonté d'éviter l'accès aussi des journalistes à des centres de pouvoir, à des endroits où ils peuvent voir ce qui est en train de se passer. Donc, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec AP, Associated Press, lorsqu'elle a été victime d'une sanction, lorsque elle avait critiqué l'utilisation du terme Golfe du Mexique et qu'on lui a dit vous n'avez plus accès aux poules de presse à la Maison-Blanche. C'est ce qui se passe au Pentagone aujourd'hui, où déjà on avait changé l'attribution des bureaux présents au sein du ministère de la Guerre, comme on l'appelle maintenant, donc en éliminant le New York Times par exemple, c'est quand même fort, et en invitant un média populiste proche de Trump, qui est plutôt plus proche de l'influenceur que du journalisme. C'est aussi ce qui est en train d'être mis en place. C'est ce qui est exigé des journalistes, c'est de s'engager à ne pas publier d'informations, même d'informations publiques, sans l'accord d'un officiel du Pentagone. Ce qui est vraiment la négation même même du droit du journaliste. Et c'est vrai que c'est une violation du premier amendement. Mais le problème, c'est que dans une large mesure, Trump n'a aucun respect pour la loi. C'est ça. Quand un juge vient casser une de ses décisions, il cherche une manière de contourner ce refus. Donc on est dans une situation extrêmement inquiétante. Jean-Paul Martos, j'ai envie de terminer là-dessus parce que c'est vrai, tout ce que vous venez de nous dire dans cette émission, c'est un peu le catalogue des angoisses. Est-ce que vous regardez l'avenir en vous disant demain, les États-Unis, ce sera comme la Russie, ce sera comme la Chine, une liberté de presse extrêmement réduite, des journalistes étrangers obligés de quitter le territoire, des informations officielles devenues inaccessibles, etc., etc. Ou est-ce qu'au fond de vous, vous avez quand même, via les contacts que vous avez avec les journalistes sur place, une petite forme d'espoir tout de même sur certains aspects? Je n'arrive pas à y croire parce que, en fait, moi, j'ai étudié le journalisme à l'américaine lors d'une bourse Fulbright que j'avais reçue en 1980. J'avais pu suivre pendant plusieurs semaines le monde de la presse aux États-Unis et j'en avais retiré l'image d'un journalisme qui tenait tête au pouvoir, qui était de grande qualité. Et je ne parviens pas à me dire que c'est fini. Et quand je parle avec des journalistes, des confrères, des consoeurs aux États-Unis, un certain nombre d'entre eux continuent à faire un travail absolument remarquable, même dans les journaux qui ont été accusés d'être un peu hésitants, comme le New York Times. Et récemment, je voyais Dan Fronkin, qui est un spécialiste des médias, qui dirige le groupe Press Watch, et qui disait, lui aussi était étonné que ces derniers temps, le New York Times semblait vraiment se rendre compte de la menace et commençait à vraiment mettre en exergue ce qui était dangereux non seulement pour les États-Unis, mais aussi pour les républicains, pour la droite républicaine. Je veux dire aussi, il y a vraiment, si on ne convainc pas une partie de ceux qui ont voté pour Trump ou de ceux qui n'ont pas voté démocrate, si on ne les convainc pas qu'il est fondamental de faire front pour défendre des libertés essentielles, c'est vrai que le danger est réel. Mais je pense qu'il est possible aujourd'hui, avec le monde des médias américains tel qu'il est encore... il est vivant encore. Il y a des médias, des journalistes de grande qualité qui prennent des risques. Je pense que, moi personnellement, je ne suis pas totalement pessimiste et je pense que si, par exemple, les élections de demi-mandat amenaient un recul significatif de la majorité républicaine, je pense qu'un certain nombre de personnes qui avaient peur d'avancer et dire « je suis contre », peut-être à ce moment-là, il y aurait plus de courage. Il y aura un espace plus grand aussi. Ouais. Il y aura moins de capacité d'intimidation de la part de l'administration. De résistance. Et je pense qu'à ce moment-là, la résistance, notamment au sein des médias, et j'attends aussi beaucoup, pas seulement des médias libéraux, progressistes ou de gauche, mais des médias traditionnels, conservateurs, décents, qui n'ont aucun intérêt à voir cette situation empirer, parce qu'ils seront eux aussi, à un moment, ils seront aussi remis à leur place par une administration Trump qui a un projet politique qui n'est absolument pas le projet politique conservateur traditionnel des républicains. Un projet politique large, total, qui s'attaque au fondement même de l'État américain, avec un arsenal de mesures que l'on a énoncées ici, utilisées sans relâche. C'est cela qui ébranle la presse américaine, ciblée comme d'autres piliers du savoir, de la démocratie, de la défense des droits humains. La dérive autoritaire du président américain, son imprévisibilité aussi, mettent les journalistes sur le territoire dans l'expectative.
Il faudra voir quelle sera la suite. Et peut-être attendre, comme le disait Jean-Paul Martos, les midterms, les élections de mi-mandat, pour voir si l'équilibre politique change et si une marge de résistance peut s'organiser plus franchement. Merci à Sonia Dridi, notre correspondante à Washington, à Jean-Paul Martos, coordinateur du rapport annuel du Conseil de l'Europe sur la liberté de la presse, à la réalisation de cette émission Antoine Duhartz, à la préparation Sarah Pousset et Marie Van Kutsem. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le, faites-le écouter à vos amis et laissez-nous quelques étoiles comme sur le drapeau américain. À très bientôt pour un nouvel épisode des Clés Médias.